J'ai entendu l'autre jour une pote raconter que son psy lui a sorti. Non, mais vous pouvez pas avoir un TDAH si vous perdez jamais rien, si tout est bien rangé chez vous et qu'en plus vous aimez l'autre. Et là, comment dire, oui, mais pas vraiment. Le plus fou dans l'histoire, c'est qu'à la fin du rendez-vous, ce même psy, lui, a bel et bien confirmé le diagnostic de TDAH, malgré le fait qu'elle n'oublie rien et qu'elle perd jamais ses affaires. Mais moi, cette situation, elle m'a à la fois un peu triquée et inspirée pour faire cette vidéo. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager 8 exemples qui montrent comment une absence apparente de traits stéréotypés n'exclut pas du tout le TDAH et bien au contraire, parfois, ça le confirme même encore plus. Et donc, je commence rapidement par mon parcours de diagnostic. Ça fait maintenant 4 ans qu'on m'a diagnostiqué un TDAH et pourtant, avant ça, je vivais déjà avec d'autres diagnostics, troubles borderline, dépression. J'ai même eu un moment où on a parlé de troubles bipolaires. Mais le TDAH, jamais. Et pourtant, mon fils est diagnostiqué TDAH, mais j'ai jamais pensé une seconde que moi aussi, je pouvais l'avoir. Pour moi, le TDAH, c'est l'image du gamin hyperactif qui court partout et casse tout. Et moi, j'étais tout sauf ça. J'étais anti-actif. J'ai toujours eu des problèmes de motricité, de coordination. Et quand les autres enfants couraient et sautaient dans les aires de jeu, moi, je restais plantée dans un coin complètement paumé. Genre, mais comment ils font ça? Et puis, à côté de ça, mon mari a aussi le TDAH classique et il oublie tout. Donc, comparé à lui, je suis carrément un modèle d'organisation. Et puis, un jour, j'arrive chez un nouveau psy et littéralement, dès que je m'assieds, il me dit « Mais vous avez un TDAH à 100%, même pas besoin de test. » Et moi, j'étais là, mais... Docteur, comment ça? Et il me répond, vous avez écouté comment vous parlez? Même si d'après les tests, vous êtes clairement en dépression sévère, vous avez une manière de parler super vive. Vous savez combien de fois vous avez touché vos cheveux ou votre nez pendant le rendez-vous? Et vous avez remarqué à quel point votre discours est décousu ou que vous contrôlez pas le volume de votre voix. Bon, ok, ensuite, on a quand même fait les tests et là, c'était clair. Mais pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'il y a un ras-le-bol général dès qu'on parle de TH et les gens s'énervent direct. Ils disent que c'est juste un truc à la mode, que tout le monde se l'auto-diagnostique, qu'en vrai, c'est juste de la flamme ou quoi. Mais moi, j'ai mis super longtemps à envisager que je puisse avoir un TDAH, justement à cause de tous ces stéréotypes. Et pourtant, après ce premier psy, j'en ai vu 2 autres qui m'ont aussi confirmé le diagnostic. Alors voilà, on va essayer de comprendre ensemble comment certains symptômes peuvent être masqués par des stratégies d'adaptation qu'on développe avec le temps. Et alors, déjà, puisque je parlais d'hyperactivité, on va commencer par là. Pas d'hyperactivité si t'as pas été une pile électrique quand t'étais gamin. Sauf que moi, j'étais tout l'inverse. Mais l'hyperactivité, ça peut rendre plein d'autres formes. Genre un flux de pensée non-stop qui file à 200 km par heure, et ça s'arrête jamais, ni le jour ni la nuit, une parole rapide, hyper rapide, et du coup, comme t'arrives pas à suivre ton propre flot de pensée, ton discours est ultra décousu et les gens ont du mal à te suivre. En plus, dès qu'une nouvelle idée te traverse, t'as envie de la dire aussi, même dans la façon de bouger, de t'asseoir, ça se voit. Et l'hyperactivité, c'est pas toujours physique. On dirait juste un ouragan humain. Et le deuxième truc dont je veux parler, c'est la discipline et des habitudes. Plein de gens me disent que c'est impossible que j'ai un TDAH parce que je m'entraîne 6 jours sur 7 depuis 6 ans et sans jamais sauter une séance et sans jamais abandonner. Mais les gens avec TDAH font pas ça. Mais dans mon cas, il y a l'envers du décor.
Je peux mettre un intérêt, même absurde ou inutile, au-dessus de tout. Et au final, je fais ma vie normale. Et quand je dis au-dessus de tout, je rigole pas. Mon mari, mon fils et même ma mère, ils savent que je resterai un entraînement seulement si quelqu'un que j'aime est littéralement en train de mourir et qu'il n'y a absolument personne d'autre pour gérer. Là, peut-être. Mais sinon, non. Les papiers, les rendez-vous, les demandes des autres, non. Un jour, on est même parti en vacances que 3 jours alors que la formule 6 jours coûtait pareil. Pourquoi ? Parce que je pouvais pas ne pas entraîner pendant 6 jours. Mais à côté de ça, si un truc m'intéresse pas, j'arriverai jamais à créer une habitude. Que ce soit un projet sérieux ou juste des trucs du quotidien. Ça fait des années que je me dis, si tu nettoies un peu toutes les 2 semaines, tu n'auras pas à faire une énorme session tous les 3 mois. Mais est-ce que j'y arrive ? Non. J'ai testé 1000 astuces, rien ne marche. Le ménage me dégoûte, alors pourquoi je tiens le coup avec le crossfit et pas avec le ménage ? Bien voilà, c'est ça le truc. Je peux faire ce que j'ai envie de faire. Toute ma discipline repose sur cette envie. Troisième point qui reste dans le thème de la discipline et des routines. C'est sur la façon dont on compense la désorganisation en créant des systèmes. Le truc avec le TDAH, c'est que la volonté ou la motivation ne suffisent pas. C'est pas une question de quand on veut, on peut. Notre cerveau fonctionne autrement. Donc, même quand on veut vraiment quelque chose, on n'y arrive pas forcément. Mais il y a des limites. Parfois, t'en as juste marre de perdre tes affaires, d'oublier des trucs, de vivre dans le bordel. Pas tout le monde, mais moi, oui. Petite, j'étais le bordel carné. Toutes les 2 semaines, je perdais mon uniforme de sport, je laissais mes gants et parapluies dans les transports, j'ai cassé toute la vaisselle chez moi, j'étais toujours en retard parce que j'arrivais pas à estimer le temps qu'il me fallait. Et puis, t'as un enfant, une famille, et au bout d'un moment, tu commences à te sentir nul, à avoir honte de pas réussir à préparer les affaires pour ces activités, d'oublier de mettre une fourchette dans leur sac, ou juste de pas réussir à garder l'évier vide pour qu'ils puissent manger correctement. Et donc, j'ai commencé à créer des systèmes. Des vrais systèmes. Genre, pour remplir le lave-vaisselle, je dois organiser la vaisselle sale d'une certaine façon dans l'évier. Sinon, je bloque. Et là, vous me direz, bon, plein de gens font ça. Oui, mais chez moi, si le système est brisé, genre quelqu'un déplace une assiette ou en pose une autre au mauvais endroit, c'est mort. Je peux plus rien faire. C'est pareil pour tout ce qui touche à l'organisation. Les retards, les oublis, tout ça. Je suis pas devenue moins désorganisée ou moins distraite. C'est juste que là où c'était devenu invivable, j'ai créé des espèces de béquilles. Mais c'est pas magique. C'est pas genre j'ai trouvé une astuce, maintenant je range avec plaisir tous les jours. Pas du tout. C'est épuisant. Et surtout, ça a 2 énormes effets secondaires. Premièrement, tu es ultra dépendante de ce système. Dès que ça casse, tu es à nouveau comme une personne à un fauteuil sans fauteuil. Et deuxièmement, ça génère un stress de fou. C'est un contrôle permanent et un effort constant. Alors, quatrième point, toujours sur la compensation, c'est le perfectionnisme. Ça masque énormément. Et comme avec les systèmes, c'est souvent un effet secondaire du TDAH. Surtout quand tu es une personne anxieuse, et l'anxiété dans le TDAH, c'est archi fréquent, surtout chez les filles. Du coup, dès l'enfance, tu vois bien que tu as des problèmes, mais tu veux être la meilleure et donc tu compenses, tu construis une image de perfection. Et parfois, tu y arrives. Tu donnes l'illusion d'être super organisé. Mais là aussi, 2 gros problèmes. Le premier problème, que c'est une façade. C'est du masquage, pas toi. Et le deuxième, ça te coûte un stress immense. Comme tous ces systèmes dont je viens de parler.
lait. Cinquième point, c'est le bazar, mon thème préféré. Comment c'est possible que quelqu'un avec un TDAH n'ait pas de bazar chez lui? Ben, c'est possible s'il y a des hypersensibilités sensorielles. Et j'en ai. Même si officiellement les troubles sensoriels sont associés à l'autisme, ça a été prouvé 1000 fois que dans les TDAH aussi, ils sont fréquents. Et ça crée aussi de vraies surcharges. Chez moi, c'est surtout les sons. Mais là, on va parler de bazar, donc je vais vous parler de la sensibilité visuelle. Moi, je supporte pas le bruit visuel. Genre, s'il y a du désordre, je me sens mal. Je peux pas me détendre, je peux rien faire. Et là, on retombe sur le même problème qu'avant. J'ai du mal à ranger, même quand je veux. Je saute d'une tâche à l'autre, je m'épuise et le bazar reste. Du coup, je range pas partout. Mais il y a des zones où je supporterai pas le désordre. C'est la cuisine et le salon. Et là, je nettoie à fond. Et vu que mon mari aussi a un TDAH version classique et qu'il y en a rien à faire du bruit visuel, bah chaque fois qu'il cuisine, c'est le chaos. Il me laisse des pyramides de bouffe, d'ustensiles, de vaisselle. Et moi, après, je peux même pas me faire un snack. Je bloque complètement et je suis incapable, mais vraiment physiquement incapable de me préparer un snack ou de manger tranquille si je vois ce bordel autour de moi. Et donc, j'arrive à la maison, crevée, oui, mais je commence direct à tout ranger frénétiquement sans même enlever mes chaussures. Me faut rappeler un truc, mon attention au désordre fonctionne d'une manière très chelou. Et genre, dans notre chambre, c'est le chaos total, mais ça me dérange même pas. Pas du tout. Et justement, ce que je voulais dire en sixième point, c'est l'inattention. On associe souvent l'inattention à une mauvaise organisation ou une mauvaise mémoire. Et c'est le cliché. Mais en réalité, ça peut se manifester de façon beaucoup plus subtile. Et c'est pas parce que tu rentres pas dans la case bordélique ou tête en l'air que t'as pas de souci avec l'attention. Chez moi, c'est surtout une sorte de distribution chelou de l'attention. C'est-à-dire que mon cerveau va se bloquer à fond sur un truc. Et complètement ignorer le reste. Par exemple, moi, je suis du genre à chercher le lait dans le frigo pendant 20 minutes, le trouver nulle part, en ouvrir un nouveau et apprendre le soir que mon mari l'avait mis exprès bien en vue pour que je le voie. Ou à l'école cocher systématiquement la mauvaise réponse dans le QCM alors que j'avais révisé comme une folle. Ou lire un contrat, une notice sans voir les infos les plus importantes, genre les conditions principales. Ou vérifier un diapo 200 fois et ne même pas remarquer que le titre est tellement à côté de la plaque. Ou regarder une vidéo trop mignon d'un chat handicapé envoyé par mon mari et mettre une minute entière à remarquer qu'il lui manque une patte. Et même, en même temps, je suis hyper forte pour me souvenir d'où j'ai mis mes affaires parce que je scanne tout autour de moi, je prends des photos mentales et je retiens ça comme un repère visuel, sensoriel ou émotionnel. Genre, je me rappelle même de l'odeur, du son qu'il y avait autour et à quoi je pensais à ce moment-là. Et ça m'aide beaucoup. Ou puis, je retiens toutes les dates d'anniversaire, même ceux de potes de collège que j'ai pas vus depuis 20 ans. Et j'ai une mémoire de ouf pour les détails random que les gens me racontent. Et à niveau de distraction, j'ai un cerveau très particulier. Je me laisse distraire super facilement par mes propres pensées, mais pas par les stimulations extérieures. Vous voyez le stéréotype du TDAH qui part dans tous les sens à cause du moindre bruit ou mouvement. Bah moi, c'est tout l'inverse. Quand je suis focalisée sur un truc, je rentre en mode tunnel, j'entends plus rien, je sens plus rien, je suis littéralement plus là. Même mon propre corps, je l'ignore. Et si on me coupe dans cet état, je pète un plomb.
Genre, quand mon mari, qui a aussi un TDAH, me raconte un truc, et en plein milieu de son histoire, il se coupe lui-même pour dire « Oh, regarde les couleurs du train là-bas, trop chelou !» Bah, ça me rend folle. Je peux pas, vraiment, mon cerveau ne supporte pas ce genre d'interruption. Et donc, on arrive déjà à point 7. Pourquoi, chez certaines personnes, les symptômes du TDAH peuvent paraître aussi contradictoires, aussi bizarres? Ben, en fait, c'est pas si compliqué. Le comportement d'une personne, il dépend de plein de facteurs. Et le plus important, c'est l'expérience de vie. Par exemple, si une personne TDAH a eu un parcours traumatique, elle a grandi dans une famille dysfonctionnelle, elle a vécu de la violence, même juste émotionnelle, et en plus, elle a un diagnostic de trouble de stress post-traumatique complexe, bah, dans ce cas, le traumatisme peut masquer certains symptômes du TDAH. Comment? L'inattention et l'oubli peuvent être partiellement compensés par de la surveillance constante de l'environnement, ce qu'on appelle l'hypervigilance. C'est un des symptômes de base du traumatisme. Ton cerveau apprend à rester en alerte permanente. Il scanne tout ce qui t'entoure, y compris les comportements, les émotions, les réactions des autres. Et même si tu as une mémoire pas ouf à la base, tu vas quand même retenir plein de détails parce que ton cerveau considère que c'est une question de survie. Et évidemment, ce n'est pas le cas de tout le monde. Chez d'autres personnes, le trauma va faire l'effet inverse. Mémoire en vrac, dissociation constante et blackout. Mais dans certains cas, c'est exactement comme je viens de décrire. Et alors, on est déjà au dernier point, le 8e. Le problème, c'est au fond, tout ça, c'est une question de troubles associés. Parce que hors de troubles de stress post-traumatique complexe, tu peux avoir notre diagnostic. Par exemple, l'autisme ou des traits autistiques très marqués. Et il faut savoir que le TDAH et l'autisme vont très souvent ensemble. Et même si tu n'as pas assez de symptômes pour avoir un diagnostic officiel de l'autisme, tu peux quand même avoir des traits autistiques super présents, bien plus que la moyenne. Et ça, forcément, ça influence ta manière de vivre ton TDAH. Les symptômes ne vont pas se manifester comme dans le manuel. Ils seront teintés par tes autres particularités. Trauma, autisme, troubles de personnalité, etc. Moi, par exemple, je suis aussi autiste et c'est clairement ce qui rend mes symptômes TDAH aussi étranges ou contradictoires. Mais le plus important là-dedans, c'est de retenir un truc essentiel. Ça n'annule pas le TDAH. Avoir des manifestations atypiques ne veut pas dire que le trouble n'existe pas. Le TDAH est bien là. Et surtout, les difficultés qui vont avec sont bien là, elles aussi. Et ça, il faut l'intégrer à 200% d'abord pour soi-même. Parce que si un médecin ou un troll sur l'internet vient te dire « Bah, t'oublies jamais tes clés, donc t'as pas de TDAH », ça change quoi? Lui, il t'a balancé ça et il t'a zappé 3 heures plus tard. Mais toi, t'as toujours les mêmes galères. Ta vie n'est pas devenue plus simple par magie. C'est pour ça que je fais ces vidéos. Pas pour convaincre les autres, mais pour aider celles et ceux qui se reconnaissent dans mon parcours à mieux comprendre ce qui leur arrive, à mieux accepter leur fonctionnement. Parce qu'il n'y a que ça qui rend la vie un peu plus légère.